Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Sylvie Oulivo, l'aumônier du web. Et ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui en compagnie de Paul Racette, qui est un diacre permanent qui vient du diocèse de Trois-Rivières. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est la Journée mondiale des religions. Donc, c'est de toutes les religions qu'on célèbre aujourd'hui en ce 16 janvier. Puis, aujourd'hui, Paul est là pour nous parler de ses expériences, 11, mesdames et messieurs, 11 expériences de marcher le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et avant de le présenter, je vais vous rappeler que l'aumônier du web ici, là pour vous accompagner, pour ceux et celles qui veulent être accompagnés à découvrir ou redécouvrir une dignité de leur existence par la simplicité vers l'émerveillement. On offre des services d'accompagnement et puis aussi on a notre plateforme sur YouTube et puis Facebook. Donc, vous pouvez nous suivre là-dessus avec Aumônier du Web e-Chaplain. Bon, voilà. Donc, bonjour Paul. Bonjour! Comment ça va? Très bien, pourquoi pas? La vie est belle, alors profitons d'elle. Ben oui, ça va, c'est bien sûr. Malgré la petite COVID et les confinements, la vie est belle. C'est ça, on va pas vivre avec. Oui, c'est ça. Ça fait, Paul, aujourd'hui, tu es là pour nous présenter environ 45 minutes de conférence ou le temps que vous voudrez bien. Après ça, vous pourrez répondre aux questions de la personne qui est avec nous, du nom de Paulette, qui est avec nous aujourd'hui. Et il y en a peut-être d'autres qui vont se rejoindre. Je sais qu'il y en a qui avaient d'autres obligations, donc ils ont demandé de leur visionner en replay. Donc, on sera là pour eux autres. Donc, voilà, à vous la parole, Paul. Yes, je vais vous commencer ça par un petit chant qui, justement, parle un peu du camino. Camino qui veut dire en espagnol le chemin, là. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. C'est seulement le refrain, ça. Un chant de Zaz, une chanteuse française, hein, qui dit entre autres, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive là où j'irai où? J'en sais rien. Sans penser justement, sans penser à demain, mais juste profiter du temps présent. Hein. Puis il nous dit, ben, je suis en train d'écrire mon chemin, dans le fond. Si je me sens, je ne sais pas trop où aller, ben, c'est déjà un signe que je suis en train de me retrouver. Hein. Tout ce que je sais, il termine en disant ça, c'est que je dois continuer pour suivre mon chemin. Alors, bienvenue à cette petite conférence du chemin qu'on possède. C'est la première fois qu'on fait ça sur le web, très différent dans le présentiel. Alors, c'est tout un défi qu'on est prêt à relever et il faut vivre avec. Hein. Alors, ça fait un grand plaisir d'être avec vous autres. Silvio disait dans sa présentation, dans ses annonces auparavant, qu'est-ce que ça prend pour faire le chemin, tout ça, comment on s'y prend, comment se préparer, comment le vivre. On va voir ça au courant de la petite conférence que je donne. On va voir tantôt justement ce qu'au niveau de l'aspect physique, qu'est-ce qu'elle nous prend comme matériel, tout ça, parce que pendant le pèlerinage, ton sac à dos est très important. Hein? C'est ta maison, ça. Ça devient ton ami, ton plus grand ami, ton sac à dos. Tu ne peux plus t'en séparer. En tout cas, quand je prends des marches ici par la suite, je pars presque jamais sans mon sac à dos parce qu'il fait partie de moi. Puis ça me permet d'être prêt pour les prochains caminos. Mais ce sac à dos-là peut aussi devenir ton pire ennemi si tu en emportes trop. Le danger qui nous guette. Chose importante au début de cette conférence, ne vous laissez pas impressionner par les chiffres. De grâce. Oui, je suis allé marcher sur le Camino à 11 reprises, mais c'est rien, ça. Hein? C'est absolument rien. Vous savez, ceux qui vont à la messe tous les dimanches, dans le fond, ils vont 52 fois par année. Hein? Puis très souvent à la même place, avec les mêmes personnes, mais souvent. Ceux qui pratiquent une activité sportive ou récréative à chaque semaine, ils vont 52 fois par année. Moi, depuis 2007, oui, je suis allé marcher 11 fois. Et en tout, j'ai parcouru plus de 4190 km avec mon sac à dos sur ces chemins. Mais c'est rien. Ne vous laissez pas impressionner par cela. Hein? Je vais vous partager ce que je vis, entre autres, sur le chemin aussi.
Je vais vous raconter des histoires que j'ai vécues. Il n'y a rien amplifié, rien inventé. Puis, on n'a pas à rechercher des histoires abracadabrantes. Tu sais. On a juste à accueillir ce qui vous arrive sur le chemin. Ça, c'est très, très, très important. Hein. Si je voulais vous raconter toutes les histoires abracadabrantes que j'ai vécues, on aurait plus que pour une journée. C'est fou. Hein. C'est pour cela que si vous voulez en prendre connaissance vraiment de ce que j'ai vécu sur le chemin, vous pouvez soit consulter mon livre que j'ai écrit, Compostelle, pèlerinage extrême. Là, je pense que vous voyez l'écriture à l'envers, par exemple. Hein. Non, on le voit à l'endroit, Paul. Super. Oui. Dans le petit écran, je le vois à l'envers. Tant mieux. Ou encore, vous pouvez vous procurer le DVD que j'ai fait qui s'appelle Le pèlerin permanent à Compostelle. Les deux, ça vendent 12 $. Vous avez juste à me communiquer, soit par courriel à POLORA, le chiffre 7, @hotmail.com. Ou en allant sur mon Facebook, en me le demandant tout simplement, je vous envoie ça par le courrier. Ou sinon, ceux qui restent dans la région de Trois-Rivières, ça me fait plaisir d'aller vous le livrer. Il faudrait peut-être prendre conscience au départ, c'est quoi au juste cette histoire-là du chemin de Compostelle? Comment ça a commencé tout ça? C'est important. Hein? Il y a beaucoup de légendes à ce sujet-là, comment ça a commencé. Vous savez, une légende, c'est une histoire qui est souvent amplifiée, qui peut être vraie, qui peut être pas tout à fait vraie. L'important, c'est le message qu'on livre à travers cette légende-là. Bon, on dit de Saint-Jacques, on sait que c'est un apôtre de Jésus-Christ, hein? Le frère de Jean, aussi l'évangéliste. Hein? Peu après la Pentecôte, ben, il reçoit le don des langues, comme les autres apôtres. Hein? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il part pour aller évangéliser l'Espagne, dans ce coin-là du monde. Hein? Mais son discours ne doit pas être bien convaincant pour des gens qui ne connaissent absolument rien de Jésus, parce qu'il est revenu avec à peine une dizaine de poignées de convertis. Peu de gens l'ont suivi. Hein? Mais lorsqu'il est revenu en Terre Sainte, là, par exemple, sa prédication portait énormément de fruits et il faisait des miracles. Hein? Et là, ben, ce qui est arrivé, c'est que le roi Hérode Agrippa l'a décapité. Ouais. On lui coupe la tête, on jette son corps en dehors des murs de Jérusalem pour que les animaux sauvages la dévorent et on n'entend plus parler de Saint-Jacques. Mais il y avait deux de ses amis, des convertis qui arrivaient de la Galice avec lui. Et la Galice, c'est cette région de l'Espagne où est Saint-Jacques de Compostelle. C'est Athanas et Théodore qui ne voulaient pas laisser faire ça. Ils l'ont pris. Ils ont récupéré son corps. Ils sont partis. La légende dit qu'ils sont partis en bateau et qu'ils sont allés jusqu'aux terres galiciennes, hein, par la Méditerranée, tout ça, puis débarquer en Galice, où ils ont demandé à la reine Lupa de les aider parce qu'elle allait enterrer leur ami. Puis elle leur a tendu un piège. OK, elle dit là, à cet endroit, vous allez trouver des taureaux, là, juste à atteler des chariots, vous allez pouvoir transporter votre ami. Mais c'était des taureaux sauvages qui étaient là. Alors, elle pensait s'en débarrasser. Mais la légende dit que, soudainement, les taureaux ont été apprivoisés par Athanas et Théodore. Alors, ils ont pu ramener le corps de Saint-Jacques. Ils ont demandé à la reine Lupa si, ouais, on l'enterre où maintenant? Bon, semble-t-il que ce serait converti, mais ça fait partie des gens. Alors, on l'enterre. Mais c'est tombé en oubli, ça, ce tombeau-là de Saint-Jacques, pendant 800 ans environ. Ce n'est que vers l'an 813 que plusieurs phénomènes sont survenus là où était le tombeau de Saint-Jacques. Hein? Puis un ermite du nom de Pélaïo, en français c'est Pelage, est guidé par les étoiles. Ah, tiens, comme la naissance de l'enfant Jésus. Ouais. Et par des champs célestes, qui est découvert avec l'évêque Théodomire, là, le lieu qui avait été enterré, Saint-Jacques, et à côté de lui, il avait découvert, semble-t-il, aussi des plaques pour Athanas et Théodore, ses amis qui avaient été enterrés à côté. Alors, c'est de là qu'on a construit une église par-dessus. Et l'église par-dessus l'église, tout ça, c'est devenu la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. C'était l'endroit où on trouvait le deuxième tombeau, c'est-à-dire le deuxième apôtre qu'on découvrait le tombeau. Parce qu'il y avait Saint-Pierre qu'on avait découvert avant, et Saint-Jacques était le deuxième qu'on découvrait, qui était qui est appelé Saint-Jacques de Compostelle. Alors, ça faisait des endroits religieux qui étaient bien importants. Il y avait Jérusalem, Terre Sainte, il y avait Rome et Saint-Jacques de Compostelle. C'était les trois plus grands lieux de pèlerinage dans le monde à l'époque. Alors, de là ont commencé les chemins de pèlerinage pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, dont le premier chemin qu'on appelle le Primitivo, le premier. Hein? Mais vous savez, ça n'a pas de partie de plaisir à ce moment-là. Ah, non, les gens risquaient leur vie. Ouais.
y avait des gens qui les aidaient, mais il y avait beaucoup de brigands, des gens qui leur aidaient à traverser des rivières, il n'y avait pas toujours des ponts. Hein. Et là, ils s'arrangeaient souvent pour que la barque soit très pleine de monde et on faisait chavirer dans le milieu de la rivière, de sorte que les pèlerins qui avaient des fois un peu de choses avec eux se noyaient, puis on les dérobait à ce moment-là, une fois noyés. Ouais. Il y avait même des criminels qui se retrouvaient sur le chemin parce qu'ils étaient condamnés à faire le chemin s'ils ne voulaient pas, s'ils voulaient être absous de leur peine, être libérés de leur peine. Et la preuve, ils devaient ramener, j'ai ça ici, ils devaient ramener ceci comme preuve, les coquilles Saint-Jacques. Oui, c'est de là que ça vient, de Saint-Jacques de Compostelle. Hein, on les retrouvait sur le bord de la mer, quand on continue un peu plus loin à Pistera ou à Moussia. On retrouvait ces coquilles-là. Alors, quand ils les rapportaient, c'était la preuve que tu as fait Saint-Jacques de Compostelle. Puis, on s'en servait aussi pour boire. Hein? C'est une belle soucoupe pour boire. C'est ça. Alors, c'est comme ça qu'ont commencé les chemins de Compostelle, vous savez. Comment se préparer? Oh mon Dieu. C'est très simple, et surtout selon nos capacités. Hein. C'est important de marcher régulièrement, d'apprendre à marcher avec son sac à dos graduellement, parce que ça fait une énorme différence. Hein. Vous savez, je vous dis, dépendant des conditions, j'ai une amie en France qui ne s'entraîne jamais pour aller marcher sur Compostelle. Jamais. Elle n'a jamais de problème. Mais elle demeure dans un centre-ville de Lyon, et elle demeure au 4e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Alors, imaginez, tous les jours, elle monte les 4 étages avec les épiceries, tout le matériel, puis besoin, régulièrement durant la journée. Elle est entraînée, il n'y a pas besoin. Alors, dépendamment où ce qu'on vit dans nos activités, on a besoin d'un peu plus de préparation ou pas. L'important, c'est de le faire de plus en plus avec le sac à dos, hein, que je vais vous montrer tantôt. Avoir l'occasion de marcher en montagne, si on est tout près des montagnes. Si on n'en a pas, sûrement un endroit tout près de chez nous, il y a beaucoup d'escaliers. On monte, on les descend une couple de fois, puis on finit par se préparer physiquement. Hein. Rien n'est impossible, vous savez, sur le chemin. Je me souviens, là, je vais essayer de ne pas trop m'éloigner parce qu'il y en a assez d'histoires à raconter. Une Française qui me contait que sa mère, elle a commencé à marcher à l'âge de 80 ans sur le chemin de Compostelle. 80 ans. Elle n'a pas marché avant. Et elle disait, je ne sais pas ce qui se passe sur le chemin, mais ça va tout seul, je ne comprends pas. Et là, pendant 4 ans de suite, elle est allée marcher des petits bouts du chemin. La 5e année, elle dit à sa fille, bon, on y va quand? Là? On va marcher cette année. Avec sa fille, elle dit, là, maman, je ne suis pas sûr que je puisse avoir les vacances. Ça fait 3 pour y va. Elle dit quoi? Elle dit, je peux aller toute seule. Elle est rendue à 85 ans, elle est toute seule sur le chemin. Et j'en ai rencontré des gens de cet âge-là. Je me souviens, Billy, une dame de la Roumanie. Je ne sais pas si elle mesurait 4 pieds et demi. Tous les matins, elle était debout tôt le matin. Et elle a commencé avec moi à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis elle a fini en même temps que moi à Saint-Jean-de-Compostelle. Rien n'était possible sur le chemin. Hein? Deuxième chose, je dirais à prendre en note, c'est de marcher à son rythme, à soi. Hein? À marcher seul de temps en temps, mais apprendre à marcher avec d'autres aussi. Hein? Le chemin, ça ne se vit pas exclusivement seul. Hein? Pour moi, c'est l'évidence même. Je ne peux pas expérimenter, dans le fond, l'expérience du chemin sans rencontrer le chemin dans l'autre que je côtoie. Dans la personne qui vient, elle aussi, faire un bout de chemin. Hein? Puis, vous savez, si on a partagé la route avec quelqu'un, le chemin va s'arranger pour que ça se passe, croyez-moi. Ah oui. Moi, quand je dis le chemin, là, c'est sûr que moi, j'y vais pour une question de ressourcement sur le chemin, entre autres. Hein, je fais référence à Jésus-Christ qui est le chemin. Hein. Et il s'arrange pour qu'on ait à se rencontrer. Parce que des fois, on peut sentir des affinités avec des personnes suite en partant, mais c'est prudent des fois de garder les distances, puis laisser le chemin faire son œuvre. Si j'ai à faire des bouts de chemin avec, là, on va s'en voir des craintes. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler comment ça se passe une journée type sur le chemin. Entre autres, d'abord, en vous racontant comment ça se déroule concrètement. Bon, là, normalement, je me lève vers 6 heures le matin, ouais, un petit déjeuner bien simple, en utilisant ma lampe frontale, parce que je vais vous montrer ça à l'équipement tantôt. On part le matin à cette heure-là, il fait noir, très noir dehors. Ouais. On a besoin d'une lampe frontale. Hein? Puis normalement, moi, j'aime bien partir à 7 heures le matin, prendre un petit déjeuner ou arrêter d'un café-bar partout sur le chemin, entre autres en Espagne.
C'est celui qu'on appelle le Camino Frances, qui est le plus populaire. À toutes les heures, il y a un endroit pour s'arrêter, pour déguster un café, manger une tortilla de patatas ou autre. Hein. Il y a un endroit pour déjeuner, si on ne veut pas se faire à déjeuner soi-même, à l'auberge où on est. On prend le temps de s'arrêter, de parler avec ceux qui sont là. On fait 1 heure ou 2 de marche. On arrête de prendre un autre petit café. Rencontre de pèlerins, le partage. Et on fait ça dans la journée. Puis on s'arrête un moment donné, là où on se sent interpellé à oh, puis je me repose un petit peu. C'est beau, la nature, c'est incroyable ce qu'on y retrouve. Alors, on prend le temps de s'arrêter. Puis moi, j'amène avec moi mon ukulélé. C'est pour ça que j'en ai joué un petit bout tantôt. Je suis incapable de faire le chemin sans mon ukulélé. La musique, c'est international, hein, mais ça nous rapproche beaucoup, les pèlerins de tous les pays du monde, parce qu'on rencontre des gens de tous les continents en même temps. C'est la magie du chemin, ça. Partager le repas, les rencontres avec des gens de tous les continents, c'est vraiment spécial à vivre. Ouais. Alors, on s'arrête comme ça, on prend le temps de bien boire tout le long du chemin, puis normalement, ben, je termine à marcher vers 2 heures l'après-midi, 3 heures, pas mal maximum. Hein. Paul, t'as une belle tasse. C'est quoi cette tasse-là? Ben oui, c'est la tasse de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ce que vous voyez, là, la cathédrale. Ouais. Ça m'a porté lors de mon dernier voyage l'année dernière. Avec l'image du pèlerin. Ouais. Alors, c'est important, là. Quand on arrête, ben, c'est important de ne pas arrêter trop tard parce qu'on a du lavage à faire. Vous savez, ouais, le linge qu'on a porté sur notre dos, là. Oui, les bas, les sous-vêtements, oh, on est plein de soir, on a eu chaud. Alors, il faut prendre le temps de le laver. Et bien des endroits, la majorité des endroits, il n'y a pas de machine à laver. Ce sont des planches à laver, incrustées dans les lavabos, comme à l'ancien temps, où on frotte avec les mains. On prend le temps d'essorer comme il faut, puis de faire sécher ça pour ne pas transporter notre linge tout bouillé, parce que ça, c'est encore plus pesant. Hein? Alors, tous les jours, on a un petit peu de lavage à faire, de repos. Et puis là, pour se changer les idées, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une marche. Mais sans notre sac à dos, là, on va visiter les coins touristiques, les belles églises sont incroyables. De toute façon, il y a d'autres autre chemin, on peut s'arrêter n'importe quand. Hein. Il y a des superbes musées, des petits villages très, très pittoresques. Hein. Il faut se rappeler que depuis l'an 800, que les gens marchent sur ces chemins. De sorte que tout est fait en fonction des pèlerins sur le chemin. Hein. Les gens qui sont là de génération en génération ont vu devant leur maison passer des pèlerins. Alors vraiment, on est le centre d'intérêt, si on veut, de toute l'industrie aussi de cette région-là d'Espagne. Alors, l'important de rencontrer les gens avec qui on apprend à fraterniser et préparer la journée du lendemain, aller dans les petites épiceries. Parce que là, lorsqu'on arrive, il y a des auberges. Ouais, je vous parle de ça. Oui, toutes sortes d'auberges selon nos goûts. Des auberges privées, des auberges municipaux, paroissiaux, à des prix très, très abordables. À l'époque, quand j'ai commencé, 5 euros, tu avais un très, très bel auberge. Aujourd'hui, c'est rendu à 7-8 euros. C'est pas dispendieux. Hein? Tu as un endroit pour te loger, pour prendre ta douche, te laver ton linge. Normalement, quand c'est pas le temps de la COVID, bon, on a accès aux cuisines, où on peut faire nos repas nous autres mêmes, les faire en groupe avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment spécial. Il y a une atmosphère particulière qui se dégage de ces rencontres-là. Dans les cuisines, les refuges, vous avez des auberges privées qui sont un peu plus dispendieuses, là, 10, 12 euros et plus, là, où des fois un repas est compris à l'intérieur de ça, où c'est plus luxueux, si on veut. Hein? Alors, on a vraiment le choix, beaucoup de variétés. Et on n'a pas à réserver les endroits où dormir sur le Camino Frances en Espagne. Contrairement à ce qui se fait en France, les gens réservent pratiquement tous. Moi, c'est un peu contre mes principes. Hein. J'aime bien me laisser interpeller par tout ce que le chemin veut me dire et autant dans les lieux où je m'arrête. Alors, je n'ai jamais réservé sur des chemins de Compostelle. Même quand j'ai fait le Puy-en-Velay en France, j'ai réservé seulement une fois pour ne pas manquer ma chance à Conques, qui est un endroit très spécial. Mais à part ça, je ne réserve pas. Et je n'ai jamais couché dehors. Non. Alors, c'est ça. Le soir, ben, en Espagne, on soupe tard habituellement, vers 8 heures. Ça reste à votre goût aussi. Là. Souvent, à 7 heures, il y a une soirée de prière ou une messe célébrée pour les pèlerins, qui est libre à chacun. Hein. Sinon, on se rencontre, on sort les ukulélés, il y en a qui traînent leur flûte, leur musique à bouche, j'en aime jouer de la musique,
Vraiment, c'est sympathique le soir, c'est amical, on prend une bière les uns avec les autres, hein, ou un verre de vin. Vous savez, en Espagne, on dit sur le chemin de Compostelle, le vin, c'est le sang du pèlerin. Mais attention, il ne faut pas abuser. Même, je me souviens à un endroit, c'est à Erasca, je crois, si je ne me trompe pas du nom. Il y a un endroit où les pèlerins ont devant eux une fontaine avec de l'eau, mais à côté, une fontaine avec du vin. C'était gratuit. Alors, tu te sers vin à la fontaine. Mais cet endroit-là, absolument, on le rencontre quand on commence la journée. Alors, on n'en prend pas gros. De toute façon, c'est un petit robinet à pompe qui fonctionne très lentement. Alors, là, on ne peut pas abuser trop. Bon, qu'est-ce que c'est important de vous dire à part ça? En attendant que tu penses, qu'est-ce que tu vas dire après, Paul? Je vois sur ton chandail que tu as une flèche. Pourquoi cette flèche-là? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, J'imagine que ça doit faire partie de Compostelle, mais ouais, pour ceux qui ne sont jamais allés marcher sur les chemins de Compostelle, c'est ce qu'il faut que tu surveilles tout le temps sur le chemin pour être sur le bon chemin. Les chemins, les villages jaunes, comme les coquilles Saint-Jacques peintes en jaune sur le chemin, t'indiquent la direction où tu dois aller. Oui, pour être sur le bon chemin. Alors, quand tu marches partout où ce que tu vas, il y a une intersection, il y a plusieurs chemins, il y a toujours une flèche ou une coquille qui t'indique à quelle direction aller. Souvent, si des gens se perdent, c'est parce qu'ils sont en train de parler avec eux autres, puis ils ne regardent plus le chemin. Mais inquiétez-vous pas, les gens sont assez habitués que surtout qu'ils voient un pèlerin qui est plus sur le chemin, ils vont dire hey, le camino, mais ouais, c'est par qui, c'est par là. Je me souviens, de m'emmener à Astorga et je m'étais levé très tôt ce matin-là, à 5 heures. Je suis parti directement sur le chemin, il faisait noir. Puis j'ouvre mon livre, mon guide pour voir où je m'en allais. Il y a tout de suite un auto qui est arrêté à côté de moi. Puis qui me demande le Camino. Il dit oui. Ah, il dit pas le qui. J'ai même pas eu le temps de regarder une page dans mon livre, qu'il y a quelqu'un qui m'arrêtait, qui me dit ah, je vois que tu cherches le Camino, ben ça parle. Alors, on n'a pas à se soucier de ça. C'est bien indiqué sur le chemin en Espagne, très, 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 très bien indiqué. Ça a quoi comme longueur, le chemin de Compostelle? Ben là, c'est la longueur que tu veux bien étonner. Parce que le chemin de Compostelle, c'est pas de faire tout ce qu'on dit tout au complet. Ça n'existe pas un chemin au complet. Le chemin, il prend la distance que tu veux bien lui donner. Hein? Il te prend là où tu en es rendu dans ton œuvre. Si tu as 2 semaines de vacances, mais prends 2 semaines de vacances, puis vas-y marcher sur le chemin, ça va être aussi profitable que si tu prends un mois. C'est sûr que si tu veux traverser toute l'Espagne, tous les Camino Frances, c'est un mois au minimum de marche. Hein? Si tu vas faire un autre chemin comme le Primitivo, ben 2 semaines, ça se fait en 2 semaines. Hein? Le Del Norte, c'est aussi un mois. Il y a plusieurs chemins qui traversent toute l'Espagne, comme tu en as plusieurs en France aussi. Idéalement, vous pouvez aller sur les sites Internet. Vous avez beaucoup de documentation à ce niveau-là. Surtout si vous allez sur le site du Québec à Compostelle. C'est des groupements qui sont répartis dans différentes régions du Québec. Mais là, là-dessus, tu retrouves toute l'information qu'il faut sur les différents chemins, le matériel à apporter, toutes les consignes bonnes sur le chemin. Ouais. Alors, puis sur le chemin, bien, il nous arrive plein de choses. Vous savez, vous n'avez pas à vous soucier, à vous tracasser, qu'est-ce qui va arriver demain. Non. C'est vraiment interpellant des fois les rencontres qu'on fait avec les personnes. J'en partage une qui n'est pas justement dans mon DVD, parce que sur le DVD, je parle les 9 premiers chemins que j'ai faits avec des histoires abracadabrantes, extraordinaires. Je me prépare un cahier de chant, moi, à tout ça, que je vois sur le chemin de Compostelle. J'aime ça chanter. Hein. Chanter, c'est prier 2 fois qu'on dit, fait que je me prépare un cahier de chant. Et j'avais mis à l'intérieur du le chant Il est où le bonheur de Christophe Maé. Ça vous dit peut-être quelque chose, là. Vous direz voir ça si vous ne connaissez pas Il est où le bonheur. Oui. Donc, j'avais apporté avec moi, mais cette année-là, à mon 10e, je ne l'avais pas encore chanté, mais je rencontre un couple de Français avec qui on était très amis. J'en ai eu l'occasion le soir d'être ensemble au même café-bar ou au même auberge. Et un soir, hop, on se retrouve soudainement au même endroit. Enfin, là, c'est le soir, on va à quoi? Elle avait demandé tout le temps, je voudrais que tu me joues What a Wonderful World de Louis Armstrong. Elle, Sylvia, elle dit absolument. Elle dit, bon. Je dis, ah, ben, on est ensemble, on va pouvoir jouer ça. Je vais aller chez mon ukulélé, je l'ai laissé à l'auberge. Elle dit, oui, je veux que tu joues ça ce soir parce qu'on s'en va demain, nous autres. Elle dit, ouais.
Oui, on a fait juste une semaine de marche, on avait une semaine de vacances, ils demeurent en France, alors ils peuvent revenir régulièrement. Alors, OK, bon. Alors, je vais chercher mon gilet en vitesse, puis avec son conjoint, mon ami qui était avec elle. Et puis là, faire une histoire courte parce que c'est son conjoint me raconte que j'ai dit, hey, si tu es venu au Québec, ça me fait plaisir de nous faire visiter le Québec. Elle dit, le Québec, là, il me regarde, puis il avait des poignards dans les yeux. Le Québec, il m'a enlevé ma femme, le Québec. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, je comprends pas. Il dit, je suis allé visiter le Québec avec ma femme. Et devant le château Frontenac, elle est soudainement décédée sur la place devant le château Frontenac. Alors, elle, c'était sa nouvelle conjointe qu'elle avait. Je ne savais pas. Oh, excuse, je suis désolé. Mais je voyais que ça, vraiment, il y avait de la rancœur, de la rage encore au cœur de tout ça. Et elle, la nouvelle amie, mais elle aussi était veuve, je ne savais pas. Alors, OK, c'était intense comme conversation, mais en arrivant avec le groupe qui nous attendait, on a dit, ouais, on ne parle plus de ça. Fait que je sors mon ukulélé, mais je m'aperçois que la partition What a Wonderful World de Louis Armstrong, je l'avais laissée dans une de mes vestes à l'auberge. J'ai dit, non, je ne retourne pas là. Je vais en chanter un autre. Là, je sors, il est où le bonheur? Puis je lui montre ça, et tu penses-tu que Sylvie, cette nouvelle conjointe va aimer? Là, il dit, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as fait ça? Je dis, comment je fais quoi? Mais comment tu as fait pour savoir? Savoir quoi? Mais c'est sa chanson préférée, ça. Il est où le bonheur? Oh! Alors, je lui mets à chanter ça, puis là, ça a été l'euphorie, ça part, hein? Mais ce que j'ai constaté par l'après, c'est que son mari était le directeur des chœurs de France en France. C'est des énormes chorales, ceux qui regroupent des centaines de personnes. Et c'est lui qui avait fait l'arrangement musical à 4 voix du chant Il est où le bonheur de Christophe Maé. Jamais je ne me serais attendu à ça. Et c'est la seule fois que je l'ai chanté à ce moment-là avec elle. Ça fut vraiment très, très émouvant. Alors, c'est ça, sur le chemin, il y a un paquet de situations qui nous arrivent de rencontres abracadabra. Je sais que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qu'il faut avoir exactement sur le chemin pour bien se préparer. J'ai avec moi ici des choses très, très, très importantes. En commençant par la base, des bons souliers de marche. Moi, je préfère marcher avec des bottes. Il y en a qui ont des espadrilles. J'en ai même vu marcher avec des crocs cette année. Je ne me serrais pas, là, mais j'ai vu les parents marcher avec des sandales aussi. Regarde. Moi, j'ai besoin de bonnes bottes de marche parce que j'ai des faiblesses aux chevilles. Alors, les souliers, c'est très, très, très important. Et le haut, c'est le chapeau pour protéger du soleil, de la pluie, tout ça, très important. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de pins souvenirs de mes différents caminos. Et vous savez, il y a une année, il s'est rendu à Compostelle avant moi, mon chapeau. Autre anecdote, j'avais perdu mon chapeau. Je m'en allais rejoindre, je terminais à Bourgogne cette année-là et j'allais rejoindre ma femme en France parce qu'on allait participer à un congrès international de préparation au mariage en même temps. J'avais marché 2 semaines, puis après ça, j'allais au congrès. Et là, je me dépêchais, puis j'ai laissé par erreur mon chapeau à l'auberge. Je m'en suis aperçu après 1 heure et demie de marche. Ah, mon chapeau, non, c'est pas vrai. J'avais pas le temps de retourner. Je manquais de temps. Il fallait que j'aille prendre l'autobus. Là, finalement, lorsque je suis revenu avec ma femme, je me suis souvenu qu'un de mes amis m'avait pris en photo puis il me l'a envoyé par courriel. Alors, j'ai envoyé un message. Il dit, si tu vois mon chapeau, à un moment donné, j'aimerais ça le revoir. Je serais prêt à payer pour. Il dit, t'es où? C'est moi qui ai ton chapeau. Elle avait tombé pile sur la personne qui avait mon chapeau. Il dit, moi, je me rends à Centre de Compostelle. Après ça, je retourne chez moi aux îles Canaries. Je te l'envoie par la malle. Alors, il est revenu par la malle. Il est allé à Centre de Compostelle, aux îles Canaries. Surprise du Camino. Alors, bon, alors, ce que ça prend, un bon sac à dos que vous voyez ici, ça c'est bien. Un bon sac à dos parce que l'important, c'est d'avoir des bons renforts à l'intérieur, que le sac à dos repose sur les hanches et non pas sur les épaules. Alors, l'ajustement du sac à dos est bien important et pas trop lourd. Et surtout, l'important, c'est ce qu'il contient. Je regarde ça avec vous autres pour vous montrer ce que ça prend. Il y a une façon de faire le sac à dos. Hein. Si vous allez justement sur des sites du Québec à Compostelle, ils organisent des rencontres, des soirées où on peut justement participer à ces rencontres, ces formations-là pour savoir comment le faire, son sac. Hein. Mettre ces objets lourds dans le fond, coller sur le dos, non pas à l'extérieur, non pas en haut, pour pas que ça tire sur les épaules, pour pas avoir, ça faire mal, se blesser, tout ça. Hein. Alors,
Ce qu'on retrouve en premier dans le haut, moi, j'ai des. Bon, ici, normalement, je l'ai sur mon dos, un bon manteau qui protège de la pluie et du vent. Hein? Un manteau de pluie. Des pantalons, moi, je prends toujours des pantalons courts, des shorts. Hein? Je déteste marcher avec des culottes longues, peu importe la température. J'ai marché en avril et en octobre et toujours en culotte. 2 paires de rechange, c'est maximum. J'ai un petit sac ici de transport, justement aux couleurs du pèlerinage, avec un petit pèlerin dessus, qui me sert à transporter ma nourriture, hein? Un petit peu soit de fromage, de viande froide, de yogourt, des bananes, des œufs à la coque que je me fais le soir, des fois pendant le souper. Un sac qui contient mes nécessaires de toilette, un petit peu de savon, un petit peu de pâte à dents, jamais en grosse quantité. Hein? Et puis, pas de souci, s'il nous manque de quoi sur le chemin, on peut s'en procurer. Hein? Ouais. Des fois, on va s'acheter, mettons, une barre de savon, on la trouve trop grosse, on partage avec un autre ami qui est là, puis j'ai ça ici et tout ce qu'il faut à l'intérieur. J'ai des petits sacs qui sont faits en tissu comme un genre de filet. Celui-là me sert à transporter mes bas. Les bas, ben, j'ai des liners, c'est des petits bas comme des bas culottes, j'oserais dire. Là. Et puis des bonnes paires de bas avec ça, deux paires de bas de rechange, j'en ai suffisamment avec ce que j'ai. Il ne faut pas en emporter trop, de toute façon, on lave à tous les jours. Hein. Pas de souci pour ça. Et sous-vêtements aussi dans un autre petit sac comme ça, fait que ça me permet de facilement retrouver mes effets sans trop chercher dans le sac à dos. Hein. Des t-shirts faits en polyester, entre autres, idéalement, avec, dépendamment de quelle saison il y va, soit un gilet à manches longues, comme celui-là, un gilet chaud, seulement des t-shirts selon la saison. Hein. 2 t-shirts encore là, vous en avez amplement, là. Bien souvent, on s'en achète en souvenir là-bas, alors tu peux voir ça aussi. Des sandales les plus légères possibles, parce que le soir, on enlève nos bottes, on a hâte d'enlever tout ça, puis ça fait aérer les pieds, soigner nos ampoules s'il y en a, tout ça. Ici, j'ai un petit liner, dépendamment du temps de la saison où j'y vais. Un liner, c'est juste une enveloppe dans laquelle je dors. Ou encore, sinon, un sac de couchage. Ouais. Habituellement, si j'y vais à partir de mois de mai, fin mai, surtout aller jusqu'à début septembre, je n'ai pas besoin d'un sac de couchage. Moi, je prends là, c'est un liner. C'est plus léger, c'est moins gros. Et dans les auberges, souvent, ils ont toujours des couvertes de laine qui peuvent t'offrir à ce moment-là, qui te permettent de te réchauffer un peu. Il n'y en a pas toujours pour tout le monde. En premier arrivé, premier servi. Pas de souci avec ça. Et ce qu'on retrouve dans mon sac à dos aussi, ici, c'est un petit un imperméable pour le sac à dos seulement. Hein, pour enlever mon sac à dos s'il mouille, pour éviter la pluie. Et moi, ben, comme je traîne mon ukulélé, ben, j'apporte aussi un plus grand imperméable. On en a besoin d'un. Mon manteau n'est pas nécessairement à l'épreuve de l'eau. Je vais vous montrer un peu ce que ça sert. Aussi, c'est une enveloppe pour le sac à dos, tout simplement, qui sert à le protéger contre la pluie, les intempéries, parce qu'on n'en frappe pas. Oui, s'il fait beau, s'il pleut, on marche pareil, qu'importe les conditions. On n'arrête pas à cause de la température sur le chemin. Qu'est-ce qui me reste donc dans mon sac à dos? Il me reste mon grand imperméable ici, qui enveloppe mon sac à dos et moi-même en même temps. Très, 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 très pratique. De compagnie Altus, celui-là. C'est ce que je préfère sur le chemin. C'est sûr que ça devient aussi comme un sauna à l'occasion, hein, parce que c'est du plastique. Hein. On est à l'abri de la pluie, fait que des fois, on est aussi trempant dedans à cause de la sueur, mais c'est essentiel pour bien protéger tout notre sac à dos. Moi, surtout, j'ai mon ukulélé pour le protéger contre la pluie. Alors, j'ai ça à l'intérieur de mon sac à dos, puis il y a plein de petites pochettes à l'intérieur du sac. À l'extérieur, j'ai aussi, bien entendu, je suis allé rendu là, ici, la bouteille d'eau, très importante. On en a, il y a 2 compartiments de chaque bord habituellement. La bouteille d'eau, c'est pas banal. Hein? Il faut commencer par consommer celle qui est située à notre gauche. Parce que quand on marche sur le chemin de Compostelle, le soleil se lève à l'arrière de nous et s'en va vers la gauche. Il réchauffe énormément tout ton côté gauche, tandis que ton côté droit est à l'ombre. Alors la bouteille d'eau reste fraîche. Mais celle à gauche, elle devient chaude, ça ne prend pas de temps. Alors, du coup, on somme ça l'an premier. Et du truc du Camino.
Ouais. Bon, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Une trousse de premiers soins. Alors, ouais, ici. Ouais. Une petite trousse de premiers soins dans laquelle on a des échelons, des pansements pour les ampoules, des choses de désinfecter, un petit peu d'imodium si on a besoin de cas où. Vraiment le strict nécessaire, pas gros. Hein, ils vendent ça dans les magasins spécialisés de sport, hein, un petit kit comme ça qui est à l'épreuve de l'eau. Alors, ça, c'est bien. Ici, pas une bonne idée, qu'est-ce que c'est ça? C'est you, sais-tu qu'est-ce que c'est? Une urinette. C'est pour les madames. Si vous êtes en plein bois, vous avez une envie pressante de ne pas tout baisser vos culottes, cette urinette-là, vous l'insérez dans votre pantalon et ça vous permet d'uriner debout comme les hommes. Ouais. C'est bien pratique. Hein? Oui, Moi, je ne saurais pas dire, mais en tout cas. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est pas moi, là, c'est pour ma femme. Ouais. Je voulais vous le montrer, sachez que ça existe, tout ça. Mais ici, quand on va dans les cafés-bars, ici, là, il y a toujours un endroit où on peut aller aux toilettes. Bon, j'ai un ustensile très léger, une cuillère d'un bord et la fourchette de l'autre côté. J'ai mon petit couteau de poche tout le temps sur moi. Très, 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 très important. Dans lequel je retrouve un paquet d'accessoires. Des couteaux normalement, bien entendu. J'ai même un cure-dent ici après mon couteau à moi. Ça, c'est des gadgets qui sont bien pratiques. Une petite pince pour enlever des écharpes. Ça peut arriver qu'on se fasse une écharpe dans le bois. Fait que, et très important, un ouvre-bouteille de vin. Ah! Et voilà, c'est une priorité, ça, sur le chemin. Ouais, le petit couteau avec les ustensiles de quoi de léger. Et ici, j'ai ma lampe frontale qui éclaire en rouge et ordinaire en blanc. Très important, ça. Un détail qui, surtout lorsque on se lève tôt, pour ne pas déranger les autres pèlerins. Ben, si on allume en rouge, ça fait de la pénombre, ça ne dérange pas les pèlerins. Le moins possible. Hein? Tandis que dehors, on en a besoin, justement, chez tôt, même le soir, lorsqu'on arrive. Normalement, dans les refuges, à 10 heures, les lumières s'éteignent. Mais déjà, il y en a des fois qui sont plus fatigués, qui se couchent à 8, 9 heures. Alors, pour les respecter, on allume notre lampe frontale en rouge pour s'installer tranquillement, doucement. Alors, bien important, la lampe frontale avec des fonctions comme celle-là. Ah, ici, j'ai un adapteur pour le courant en Europe. Ben, c'est pas pareil comme nous. Si on veut recharger nos cellulaires, tout ça. Parce que sur les chemins de Compostelle, vous savez, l'Internet, c'est présent, alors, je dirais, 95-98% des refuges. Il y a du Wi-Fi. Presque partout, dans les cafés-bars aussi, qui arrivent, on se connecte sur le Wi-Fi, alors ça permet de prendre des messages. Puis, vous pouvez constater l'effet que ça donne si vous allez sur mon Facebook, celui de Paul Racette. Vous allez voir qu'à l'automne dernier, j'ai fait beaucoup de petites vidéos sur le chemin. Alors, les gens ont très apprécié. Ça nous permet vraiment de vivre une expérience du chemin sans y être allé, d'avoir une idée, de se préparer de ce qu'on dit. Alors, en plus de ça, ben, j'ai à l'intérieur de mon sac à dos, des embouts pour les bâtons de marche. Je n'ai pas encore montré encore les bâtons de marche, très, très, très important. Ce n'est pas une décoration, ça, les bâtons de marche. On peut s'en acheter là-bas, en bois, ouais, plus encombrant. Mais ceux-là sont télescopiques, alors ils se rangent facilement, ils deviennent très petits ou très longs, les ajustent selon notre hauteur. Ils servent autant à monter qu'à descendre. Hein? Les bâtons de marche, quand vraiment on les utilise comme il faut, ils nous permettent de sauver 15 d'énergie. C'est beaucoup, ça, 15 d'énergie dans une journée. Là. Et en plus, ils nous permettent de prendre soin de nos genoux, nos articulations, tout ça. Très important. Hein? J'ai avec moi aussi, pas nécessairement nécessaire tout le temps, des cordons de rechange pour mes bottes. On en trouve partout. Ouais, puis, alors, j'ai aussi ici une petite corde à linge que j'avais trouvée dans une boutique spécialisée. C'est en fait un élastique torsadé. Hein? On n'a pas besoin d'épingle. On met notre bout de linge à travers et à cause que c'est élastique, ça tient là. Hein? Il y en a souvent des cordes à linge dehors, mais comme on est pilleur, ben souvent c'est bondé, hein, c'est plein. Alors, on peut avoir la note, puis même s'il pleut dehors, ben, on peut l'accrocher près de notre lit. Hein? Ça se fait une corde à linge avec ça. Ça nous permet de sécher notre linge. S'il n'a pas fini de sécher dehors, ben, on le sèche à ce moment-là à l'extérieur. Et voilà, c'est pas mal tout ce qu'il nous faut sur le chemin, à part, bien sûr, ce que j'ai sur moi. Très important aussi, je vous montre ça dans la seconde.
J'ai un petit sac que je porte en bandoulière, ouais, qui me permet dans lequel je contiens mon passeport. Mon passeport est la crédentiale. C'est vrai. Passeport canadien, bien entendu, puis je mets ça dans les sacs de plastique pour subir des problèmes d'intempéries, soit de la pluie ou encore de notre sueur. Hein. Sinon, si vous allez voir que ça fait des méchants dégâts. Hein. On vient tout rendre souvent. J'ai ici mon passeport du Canada, puis j'ai un peu d'argent dedans, des euros. J'ai déjà commencé à garder pour mon prochain voyage. Puis là, pas de souci pour l'argent, c'est qui craignent. Hein. Vous avez des guichets automatiques dans toutes les villes importantes qu'on traverse en Espagne, hein, qui nous permet d'aller retirer de l'argent directement de notre compte au Canada, hein, en euros, tout simplement. Alors, généralement, je me traîne 200, des fois un petit peu plus, là, 3 euros sur moi. Je suis bon pour plusieurs jours, une semaine au moins. Là, puis, il n'y a pas de souci avec ça, une dizaine de jours au moins. Alors, il y a moyen de s'en procurer tout le monde. La crédentiale, c'est quoi? C'est le passeport qui nous sert qui nous donne l'accès aux refuges, aux auberges. Hein? On peut se le procurer soit par l'Association du Québec à Compostelle. Si vous allez à Montréal, au magasin L'Hacienda, entre autres, qui est un magasin spécialisé sur les objets, parce qu'ici, il faut vous marcher ensemble pieds pédestres. Vous pouvez vous en procurer là aussi. Comme à tous les endroits où vous allez sur les chemins, vous pouvez vous en procurer. Et il est estampillé chaque fois que vous arrêtez, soit dans une auberge ou encore dans un bar, un petit restaurant, vous pouvez faire étamper votre crédentiale. Le besoin de la crédentiale, c'est que ça vous donne accès. Et en plus, si vous voulez avoir la Compostela, qu'on appelle, c'est-à-dire le document officiel qu'on vous remet à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça vous prend une preuve comme de quoi vous avez fait au minimum les 100 derniers kilomètres. Et ça, c'est la preuve parce qu'il doit les étendre, les différents endroits, puis les dates, vous savez, vous êtes arrêté. C'est la preuve, ce qui vous permet d'avoir ce document que j'ai ici avec moi. Là, voilà, qui est écrit en latin, qui prouve que vous avez fait le chemin de Compostelle de telle date à telle date. Et voilà. Il exige qu'on ait fait seulement les 100 derniers kilomètres pour avoir droit à ce certificat-là. Et si vous en faites 1000, 2000, 3000 km, vous avez le même certificat. Hein? Sauf qu'il y en a des nouveaux là, où ils peuvent écrire dessus le nombre de kilométrages que vous avez fait. C'est important en Europe, ça, ce certificat-là, parce que les gens, souvent, lorsqu'ils font leur curriculum vitae, ils l'insèrent dans leur curriculum vitae. Alors, pour un employeur, tu es capable de marcher autant de temps en te départissant des biens matériels là, avec le strict minimum, puis en partageant la route avec des étrangers. Ouais, c'est des qualités qui sont recherchées souvent chez les employeurs. C'est pour ça qu'on pense en Europe, en gros, on inscrit cela sur notre CV. Alors, je crois que j'ai fait tout le tour de ce qu'on a besoin d'avoir comme matériel. Paul, avant qu'on poursuive, j'avais juste une question pour vous autres. Vous avez présenté tout ce matériel-là. C'est quoi à peu près la somme d'argent que ça peut représenter, ça, si on veut se préparer financièrement pour aller sur le chemin? Et acheter ça, acheter les matériels qu'on a besoin tranquillement. C'est selon les goûts de chacun, bien entendu. Hein. L'important, c'est une bonne chaussure et un bon sac à dos. Moi, le meilleur endroit pour le sac à dos, c'est la Tienda Montréal. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Là. Vraiment, un sac à dos, moi, c'est de marque, j'adore ceux-là. Là. Osprey. Moi, de marque Osprey. Un sac à dos, donc, qui a beaucoup d'ajustements, beaucoup de pochettes ici et là sur le devant, qui nous permet justement de ne pas se blesser. C'est les choses les plus manteaux. Je dirais que c'est les choses les plus importantes où on ne doit pas négliger le montant d'argent qu'on va mettre là-dessus. Les bottes, c'est souvent plus dispendieux. Les bonnes bottes, 200 $ et plus, 200 à 300 $. Sac à dos, une centaine de dollars. L'imperméable aussi que j'avais qui couvre tout, là, 80-90 $ au moins. Sinon plus. Après, il y a toutes sortes de gadgets qui vendent. Moi, je ne suis pas gadget. Hein. Et sur le chemin, l'important, selon nos goûts, on peut avoir des endroits où c'est donativo. Donativo, ça veut dire que tu donnes ce que tu veux. Tu n'as pas un minimum à donner d'argent, selon ce que tu possèdes. Hein? Généralement, comme je disais, 7-8 € au maximum pour un simple auberge. Tu as des places,
Un repas pour les pèlerins, le soir, c'est 10 euros. Une quinzaine de dollars, tu as un bon repas. Tu arrêtes dans les épiceries pour t'acheter soit des fruits, des légumes, pour t'acheter de la viande, de la nourriture pour faire ton repas le soir quand on n'est pas en temps de pandémie. Hein. La dernière fois, je suis allé, on était en temps de pandémie, alors on n'avait pas accès aux cuisines, on allait manger dans les restaurants. Sauf quelques endroits, on avait accès à un micro-ondes. C'est très limité comme nourriture à se faire ces micro-ondes. Hein. Mais il y a moyen de s'en tirer à très peu de prix sur le chemin selon ce qu'on veut. Hein. Moi, je vais mettre une baguette de pain, du pâté de foie gras, ou bien des petites viandes, puis du fromage. Ça ne coûte pas cher. Là, sur le chemin, en Espagne, c'est très, très peu cher. Hein. Alors, il y a moyen de vivre, d'avoir 25 par jour et d'être très bien. Là, comme ça peut être plus. Ça peut être moins aussi. Vous savez, j'ai rencontré un moment donné un Italien à Saint-Jean-de-Compostelle, un jeune, maximum de 25 ans, je dirais. Il était parti chez lui à pied de l'Italie. Je ne sais plus quelle région exactement. Là, sans aucune scène sur lui. Et il dit, regarde-moi, Paul, je suis arrivé à salle de composition et j'ai-tu l'air de quelqu'un qui a manqué de quoi? Regarde comment je suis habillé, j'ai un manteau, j'ai eu, je ne me serais même pas payé ça chez nous, en Italie. Et moi, mes parents, ils disent, ils sont fortunés. N'importe quand, j'aurais pu demander de leur argent et m'en renvoyer. Mais je voulais savoir, c'est-tu vrai, ça, la charité chrétienne? Ça existe-tu sur le chemin? Alors, je suis parti sans aucune scène et j'ai jamais manqué de rien. Alors là, il était en extase, il voulait rester à Saint-Jean-de-Compostelle faire sa vie-là, mais un prêtre qui l'a accompagné, il avait dit, non, regarde, attends là, prends une couple de jours de repos, reste ici, viens me voir après, on va s'en reparler. C'est sûr que l'engouement est extrême lorsqu'on arrive au bout du chemin. Il y a plusieurs personnes, on se sent en village, je reste ici, je passe ma vie ici, c'est extraordinaire. Hein? Mais ce qu'on a vécu, c'est avec tous les gens qu'on côtoyait. Là, après ça, c'est des étrangers. Là. C'est plus pareil. Là. La vie est autre chose. Et puis, Saint-Jacques, ça reste un lieu touristique, entre autres. Hein. Alors, ce qu'on a vécu, ça ne sera pas à tous les jours comme ça. Alors, mais c'est pour vous dire qu'il y a moyen de s'arranger avec les moyens du bord, comme on le veut, comme on le souhaite. On peut se payer des restaurants à tous les jours, à tous les repas, comme on peut simplement se faire à manger, simplement se faire des petits sandwichs à nous autres. Moi, je trouvais des trucs, justement, le soir, je faisais cuire mes pâtes, et en même temps, je faisais cuire des œufs. Alors, le lendemain, pour déjeuner, j'avais des œufs à la coque. J'en transportais jusqu'à la Disney, c'était encore très beau. Même du yogourt que je transportais dans mon sac à dos. Et sur le Disney, c'est très bon. Bien sûr qu'on ne le garde pas une journée ou deux, c'est évident. Et tout ça, c'est faisable. C'est réalisable à peu de frais. Et il faut faire confiance au chemin. Il y a toujours quelqu'un des fois qui nous partage. Aussi, des fois, je suis arrivé à l'auberge. Les jeunes avaient préparé du repas, mais comme ils ne connaissent pas les façons de préparer en grand groupe, ils en avaient préparé beaucoup trop. Alors, il a fait des pâtes pour une armée. Faites-nous pas manger, on a du stock pour tout le monde, très gratuit, savez-vous, savez-vous. Souvent, comme ça arrive sur le chemin. Bon, alors, déjà pas mal de choses de dit. Comment est-ce qu'on se prépare? On a vu du côté matériel, mais comment est-ce qu'on peut se préparer de façon spirituelle, si on veut dire? Est-ce que ça, c'est le côté matériel, mais on a parlé aussi du côté d'entraînement. Ça dépend du contexte de ce qu'on vit. Mais au niveau du... Donc, j'imagine qu'avant tu es allé, tu as fait des exercices, tu as fait de la marche, tu as fait de l'entraînement un peu pour te préparer, comme si on se préparait pour un Ironman. C'est pas aussi intense, mais un Ironman spirituel. Et comment est-ce qu'une personne peut se préparer physiquement pour y aller? Vous savez, il y a bien des gens qui ne savent pas pourquoi ils vont sur le chemin de Compostelle. L'important, c'est d'accepter de vouloir vivre une expérience qui va être interpellante, qui va me déranger. L'important de se mettre à l'écoute de ce que le chemin que je vais marcher, il m'interpelle et il me parle à travers ces rencontres, à travers ceux que je vois et à travers tout ce que je vais rencontrer sur le chemin. Une porte d'église qui s'ouvre à toi, c'est pas pratiquant, c'est pas grave. Hein, va voir. Va voir au moins l'aspect, la beauté de ces lieux-là, tout le charme des structures, des peintures à l'intérieur, des statues, c'est vraiment incroyable ça. Hein? Et se laisser impressionner parce que je découvre, parce que je vois, parce que ce que je vis sur le chemin. Je pense que c'est important de se dire, ben, je vais prendre un temps d'arrêt pour moi. Fait que sur le chemin, j'ai envie de m'arrêter, je vois de quoi de spécial. Regarde, il n'y a rien qui presse. Quand même que j'arrivais 20 minutes, 30 minutes, une heure plus tard, c'est pas grave. Il n'y a rien qui m'attend sur le chemin.
faut vraiment s'abandonner et ne pas se tracasser par le temps. Hein? Puis je me rends compte que sur le chemin, je me découvre souvent une mission d'aider les gens justement dans leur réflexion. Des fois, on rencontre des gens qui nous jouent de la musique, qui nous partagent des choses qui sont wow, renversantes. Entre autres, quand on chante ceci, là. I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the faithful king composing hallelujah. 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 Là, je ne la ferai pas tous au complet, mais souvent, justement, je me laisse aller à interpréter un chant ça peut être Amazing Grace, What a Wonderful World, lui, il est où le bonheur ou autre, et ça vient interpeller les gens qui sont alentour de nous, et là, il y a la magie du chemin qui s'opère, tu vois des larmes couler, et là, les gens se mettent à se partager des choses entre nous, il y a une confiance entre nous qui s'installe, qui va hors de l'ordinaire, on n'a pas à se tracasser de ça, de ce qu'il y a eu, il faut juste s'abandonner, se laisser aimer par le chemin tout au long de la route. Je me souviens m'emmener, il y a un endroit qui s'appelle la Croix de Ferron. Croix de fer. Notre ami Jean-Paul qui est à l'écoute se souvient sûrement de cet endroit-là. C'est un endroit mythique sur le chemin dans lequel on vient déposer une pierre. Tous les gens du monde entier font ça pratiquement en offrant quelque chose de difficile qui a une épreuve, de quoi changer dans leur vie, qu'importe. Et tout de suite après, on est en haut des montagnes, on est des sommets, dans les plus hautes montagnes. Et puis là, je me suis mis à chanter le psaume de la création, un chant religieux, a cappella. J'étais retiré du chemin. Et là, c'était beau, c'est pas plus beau paysage que ça. Et bon, ça a donné que je l'ai interprété de façon admirable, j'en étais fier. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un paquet de pèlerins qui passaient en arrière de moi, et qui s'arrêtaient tous. Alors, quand je suis retourné, il y avait une quinzaine de personnes en arrière de moi, plusieurs pleuraient. Puis il y en a qui ne comprenaient même pas la langue dans laquelle je chantais en français. Et je me souviens, une Allemande, Bettina, qui est psychiatre de formation, elle dit, Paul, j'ai marché de Saint-Jacques-de-Compostelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, pardon, à Saint-Jean-de-Compostelle, et le moment le plus intense que j'ai vécu, c'est quand tu as chanté en haut de la montagne. Elle ne comprenait même pas la langue. Alors, elle en pleurait encore quand elle racontait. Le chemin, il opère dans le cœur des gens, on ne sait pas exactement quand, comment, mais il fait sa marque. Hein. De sorte qu'on ne fait pas le chemin, c'est le chemin qui nous fait, qui nous transforme. Alors, l'important, je pense, c'est de se laisser transformer vraiment, de se dire, gars, je veux m'abandonner à une expérience, puis je vais écouter à plein, fait que je me laisse aller. Ouais. Pour moi, c'est important de prier sur le chemin. Alors, pour ceux qui c'est important, mais moi, je marche avec mon chapelet. J'ai toujours mon chapelet en main lorsque je suis le chemin, surtout lorsque je suis seul. Quand on part le matin, tôt, surtout, les gens sont très respectueux de ça. Hein. Et les gens ont besoin de méditer, de se laisser impressionner par le lever de soleil qu'on voit tout d'un coup. C'est rare, c'est magique. Hein. Et moi, j'apporte toujours avec moi le chapelet que mon beau-père m'avait donné en 2007, quelques mois avant que je parte sur le chemin, sans savoir que j'étais prêt à le faire sur le chemin. Il m'avait rapporté un chapelet qui venait de Saint-Jacques-de-Compostelle, fait avec des coquilles Saint-Jacques. Providentiellement. Il n'avait jamais parlé de ça. Que j'allais peut-être faire le chemin, puis à ma fête, en mois de juillet, il m'avait offert ça, puis j'étais parti en octobre. Wow. C'est important pour moi Marie est assez importante sur le chemin, on la voit à plusieurs endroits sur le chemin. Et il y a des fabuleux petits musées tout le long du chemin qui sont, bien entendu, religieux, parce que c'est une histoire religieuse, le chemin de Compostelle, d'abord, il y a tout. Mais il y a bien des gens qui y vont pour juste faire la trail, aller se promener, se changer les idées, mais à quelque part, le chemin vient les rejoindre, les interpeller là où ils sont dans leur foi. C'est ça.
Ah, merci beaucoup, Paul. Puis je ne sais pas si Jean-Paul puis Paulette avaient des questions ou d'autres personnes qui sont avec nous, mais euh, entre-temps, ben, je veux te remercier pour le temps que tu as pris pour nous présenter ton expérience. Puis je sais, moi, c'est un de mes rêves de vivre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un jour, j'irai. Je me le promets. Je ne sais pas quand. Mais il faut croire que c'est pas l'heure et lorsque le temps sera arrivé, ça sera mon temps. Puis j'ai l'impression que, comme on le dit à l'Aumônier du Web, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça se fait par la simplicité vers l'émerveillement. Puis ça, c'est chaque jour, j'imagine, parce que tu t'émerveilles à chaque instant. Euh, je sais que Jean-Paul était déjà allé faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis lui aussi, je me souviens qu'il m'a raconté des histoires puis que c'était vraiment bien. D'autres plus comiques aussi, parce que c'est pas juste une tristesse qu'on vit sur le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. J'imagine que c'est des moments de joie, des rencontres et en tout cas, je veux juste te remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Tout ce que tu as livré pour les gens qui nous regardent, soit tout de suite ou bien en replay. Puis, encore une fois, on veut rappeler que les gens peuvent avoir le livre, un livre que Paul Racette a, si tu veux juste le montrer, Paul. Donc, Compostelle, pèlerin extrême. Donc, c'est lui qui est sur la couverture et aussi le DVD, puis de voir comment qu'on peut se les procurer. Pourrais-tu me le répéter, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez me contacter soit par courriel, la POLORA, le chiffre 7, @commercial@hotmail.com, en allant sur mon Facebook. Comme vous pouvez directement m'appeler sur cellulaire, je n'ai pas de problème à le laisser. C'est dans le 819-380-4050. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui voudront en savoir plus et vivre l'expérience, même s'ils ne sont pas sur le chemin directement. C'est ce que me disent les lecteurs. On est avec toi sur le chemin, on te sent présent, puis c'est vraiment une grâce que ça a été de cette façon-là, avec autant d'impact, parce que je ne suis pas un écrivain de nature et ce que ça a donné comme fruit, les gens sont émerveillés. Hmm. Et Jean-Paul, as-tu quelque chose à ajouter, une petite histoire peut-être à raconter que tu voudrais raconter pour les personnes qui nous écoutent en live ou en replay? Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour. J'aimerais te féliciter. Ça m'a fait penser des très beaux souvenirs et je n'en reviens pas que tu as marché 11 fois. Est-ce vrai, Paul, ils disent quand tu marches à Compostelle pour la première fois, c'est plus par curiosité et que à chaque deuxième ou troisième ou quatrième fois, tu l'apprécies plus après. Est-ce que c'est vrai d'après toi? Ah, et c'est encore plus intense à chaque fois parce Oui. que les souvenirs du premier, du deuxième, du troisième te reviennent. Là, des fois, je me dis, bon, ça va arrêter. Non, non, c'est de plus en plus intense. Un émerveillement qu'on ne retrouve pas ailleurs. J'ai fait plusieurs pèlerinages dans ma vie, à Rome, à Medjugorje, à Lourdes, à Fatima. Mais Compostelle, c'est une coche au-dessus. Là. Il y a pas mal de choses de spéciales sur ce chemin-là. Parce que le corps, il participe. Hein. Tout le monde, puis était avec le monde entier. C'est un partage incroyable. C'est comme tu dis, Paul, c'est pas nous autres qui fait le chemin de la Compostelle, c'est la Compostelle qui nous fait. Et moi aussi, en t'écoutant, je me suis rappelé des aventures cocasses, bonnes puis moins bonnes, comme certainement tu as vécu. Ouais. Je pourrais t'en parler pour des heures de temps. Mais certain que ça a marqué ta vie, hein, certain, puis tu resteras, tu n'oublieras jamais ça. Puis je suis certain, toi et moi, que tu as grandi comme personne et je te félicite 1000 fois. Ouais, mais c'est un cadeau du ciel, ça, vivre l'expérience de Oui, Compostelle. oui, je C'est un suis cadeau à certain. recevoir puis à déballer tout au long de notre vie. Parce que le chemin, il ne s'arrête pas quand on arrive à Saint-Jean-de-Compostelle. Il se poursuit, puis même, j'oserais dire, quasiment, il commence quand on a fini le chemin. Oui, Le vrai chemin commence là. on n'oublie jamais ça. Tu m'as fait penser des beaux souvenirs, Paul. OK, Mais merci, on merci. se rencontrera à un moment donné pour s'en partager. OK, merci de nouveau. Euh,
Ben, merci beaucoup, Paul, puis merci beaucoup, Jean-Paul aussi. Tous les deux, vous avez de quoi en commun? Vous avez Paul dans votre nom. Puis aussi, Paulette aussi, ça fait, voilà. Ben, merci Ouais. beaucoup. Puis pour ceux qui ne savent pas, ben, Paulette, c'est ma mère. Donc, on l'a appris à comment utiliser Zoom hier pour qu'elle puisse participer à cette rencontre. Ça fait, merci beaucoup d'être là, maman. Oui, et je voudrais surtout ajouter que lorsque Jean-Paul a marché le chemin de la Compostelle, moi, de mon côté, ici à Moncton, j'ai suivi chaque place qui marchait, j'écrivais à peu près ce qui était rendu, mes pensées pour lui, puis qu'est-ce qu'il devrait penser, qu'il devrait vivre. J'écrivais tout ça, puis à la fin, j'ai suivi toute journée pour un mois. Puis quand tout ça a été fini, je me senti comme si j'avais suivi le chemin moi-même, mais je n'étais pas en personne sur le chemin de la Compostelle, mais j'étais quand même sur un autre chemin qui m'a amené que Jean-Paul et Paulette se sont décidés de se marier l'année d'après. Wow! Ouais, c'est vrai que ça a été ça qui a été un moment décisif pour vous autres. Oui, oui. Ben, chapeau, bravo. Il y a toujours moyen de vivre le chemin sans y être physiquement. Tu as bien raison. Ouais. Oui, oui, on vit tous des chemins dans la vie. Notre chemin est tous les jours. On le vit avec Dieu en nous-mêmes. Yes. Ben, félicitations. Oui. Ben, merci beaucoup. Là, Mais merci beaucoup. C'était très intéressant. J'ai profité de la belle après-midi. Yes. Paul, je vais laisser, les gens pourront se communiquer avec vous autres en cherchant Paul Racette, donc Paul, P-A-U-L, et Racette, R-A-C-E-T-T-E. Donc là, ils pourront se retrouver sur Facebook et puis te voir là-dessus. Yes. Sur ça, ben, merci beaucoup, puis à la prochaine. Bonne Camino. Merci. Bye-bye.